Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans cette chronique, qui en l'occurrence est la chronique numéro 49, me semble-t-il, je vais traiter effectivement du freudo-marxisme. Certains aujourd'hui ont tendance à faire l'amalgame entre le marxisme en tant qu'analyse ou outil économique et politique sur une société marchande et la considération sociétale et morale de ce que l'école de Francfort a pu, je dirais, établir. Premièrement, pour commencer ce petit audio, qu'est-ce que la psychanalyse? Puisque dans le mot freudo-marxisme, il y a déjà Freud. Donc on sait pertinemment qu'il est un des pères de la psychanalyse. Et donc, il faut déjà déterminer ce qu'est la psychanalyse. Alors la psychanalyse s'établit effectivement de deux personnages importants, Freud et Lacan. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La psychanalyse, donc, elle est émancipation, régulation, histoire du sujet. Comme émancipation, elle est au service du fils. Elle permet, je dirais, de situer le relationnel avec le père. Elle permet, bien évidemment, de liquider le péché. De ce point de vue, elle est la désaliénation. Et la psychanalyse se justifie à ce niveau. Et elle répond, bien entendu, à la question comment vivre sans religion et sans morale. Tout un programme. Notez que dans le freudo-marxisme, le terme Freud ou Freudo est placé en avant et le terme marxisme est placé juste après. Donc, l'importance de cette conception passe avant le marxisme lui-même. Alors, je parlais de régulation qui est au service du père. Elle permet bien entendu de normaliser la consommation, de réguler, de régulariser. Et selon ce concept, la psychanalyse se justifie encore bel et bien à ce niveau. Je dirais même qu'elle répond à la question comment équilibrer la consommation. Dans ce cas d'espèce, bien entendu, l'histoire du sujet par exemple, elle a été une révolution épistémologique et le sujet est connu et reconnu dans son ce qu'on appelle l'historicité, les rapports avec la mère, le père, la praxis, qui est le jeu, la sensualité, autant de mérites qu'on peut, je dirais, lui reconnaître ou mettre à son profit. Alors ça, c'est pour ce qu'il en est, bien entendu, d'une analyse globale, mais le plus important, ce sont les non-dits. Donc, les non-dits dans la psychanalyse. La psychanalyse, d'abord, ce que j'appelle le contrepoint du marxisme. Marx donne au prolétariat, par exemple, la raison dialectique. Il propose au producteur la révolution. Freud offre la régulation ou la consommation à ceux qui consomment. La psychanalyse arrive au moment historique où la bourgeoisie nouvelle veut se couper de la vieille bourgeoisie. Bourgeoisie ancienne, éduquée, instruite, ayant une conception de la morale, et qui avait pour responsabilité d'enseigner aux classes, je dirais, aux classes laborieuses. Cette nouvelle bourgeoisie qui veut s'émanciper des principes de l'ancienne, ou tout bonnement se couper de la vieille bourgeoisie, et plus particulièrement du prolétariat,
Elle permet cette coupure, elle est émancipatrice, elle fournit le contenu de l'idéologie du parasitisme. Et finalement, au fond, elle tombe dans l'escarcelle de l'aliénation. Nous pouvons considérer que politiquement, elle est aliénée. C'est une des raisons pourquoi les freudo-marxistes aujourd'hui, comme Bendit, comme beaucoup d'influences dans les partis politiques divers et variés, nous y trouvons effectivement cette conception un peu atrophiée ou dérivée du freudo-marxisme. Alors, parlons de cette bourgeoisie voulant s'émanciper des obligations et des responsabilités de l'ancienne, si elle se désaliène du péché de l'ancienne bourgeoisie religieuse, elle autorise la consommation sexuelle, fait de classe bien entendu, et la psychanalyse fonde une historicité parcellaire du sujet. Elle hypothasie un moment du sujet, ce qu'on va définir comme l'organico-affectif. Elle voudrait bien entendu, dans sa réalité, dans son espoir, renverser la relation dialectique et donne le sens par ce qu'on appelle l'anté-prédicatif. Ainsi, elle explique le comportement politique des adultes par la fixation organico-affective, mais ces fixations, je dirais, ne sont pas que l'actualisation par le sujet du relationnel des parents. Le comportement adulte explique les fixations, et ces fixations sont de plus, je dirais, antisexuelles et non issues de la sexualité. Alors le moment de la sexualité, le dernier moment du sujet, n'autorise que les ultimes fixations et non les premières. Le corps du sujet, dans le champ de l'organico-affectif, a déjà acquis, je dirais, des conduites fondamentales qui sont constitutives du relationnel des parents. Le corps se culture pour que le sujet en surgisse. La psychanalyse truque le moment de Oedipe et l'exploite politiquement. L'Oedipe n'est en effet qu'un accident du politique dans le champ de l'organico-affectif. La dialectique désir-satisfaction est perturbée par le père, certes, mais c'est que le père impose ce qu'on pourrait définir comme étant le contingentement de la consommation. Il impose la dynamique du rationnel et du relationnel, le progrès dans le concurrentiel. L'Oedipe est finalement par-dessus un simple événement du devenir du sujet, voire même ce qu'on pourrait définir un accident nécessaire de la genèse. L'exploitation exorbitée de l'Oedipe par la psychanalyse est un abus politique à tous azimuts, bien entendu. Il marque non seulement le mépris du sérieux réclamé par le père, il est armé, je dirais, une arme, on pourrait définir, qui éternise, après l'avoir inventé, et dont cela se traduira plus tard par le conflit des générations. Nous avons dans ce cas d'espèce le refoulement et dans la logique politique du rationnel, condition du progrès, non son arrêt, bien le définir. Alors, bien entendu, quel est le principe le plus acquis de la psychanalyse et bien entendu de l'épistémologie? Positif, par exemple, il l'avènement du sujet. Négatif, il dit que la psychanalyse est la régulation de la situation de classe, régulation du sujet de classe et non du sujet universel. Par exemple, la psychanalyse ignore la référence, la praxis. C'est un modèle qui permet et réhabilite cette occultation. La coupure radicale avec la psychanalyse se fait sur le problème de l'Oedipe. Alors, après avoir
essayer d'expliquer, je dirais d'une façon réelle et sérieuse, euh, ce qu'est la psychanalyse, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, elle s'est modifiée, elle s'est adaptée, elle s'est réconciliée avec une certaine réalité existentielle. Et elle s'intègre, bien entendu, dans ce que Kluskar appelait le néofascisme et l'idéologie du désir. Alors je vais citer quelques phrases de Kluskar qui sont à mon sens très importantes. Je cite, par exemple, Kluskar considère que sur thèse sur le freudomarxisme, selon lui, c'est une idéologie produite par une nouvelle intelligentsia ou intelligentsia comme reflet de la situation socioculturelle des nouvelles strates sociales produites par le néo-capitalisme. Le freudomarxisme est d'abord le prétexte à une stratégie de diversion, puis s'accomplit en philosophie de la contre-révolution. Si il est le commencement et le camouflage du réformisme, il se révèle en sa perfection comme stratégie. Le freudo-marxisme, comme idéologie de la nouvelle société, selon Kluskar, est une pratique sociale spécifique et la clé qui permettra d'établir le système idéologique, la logique des comportements de la bourgeoisie, et je dirais même c'est le dernier maillon et le plus essentiel de la chaîne dialectique des générations bourgeoises. Toujours pour Kluskar, c'est la pièce essentielle par laquelle le puzzle des comportements contradictoires de la bourgeoisie se révèle comme un ensemble cohérent. Bien entendu, Kluskar définit cela par cette révélation, c'est-à-dire par le décodage d'une occultation et même d'une inversion pour reconstituer dans l'ensemble idéologique de la dualité, de complémentarité de cet ensemble. Alors, il faut bien réfléchir à cet élément fondamental, car Kluskar nous a bien expliqué ce que furent les trahisons répétées et les récupérations, et de ce fameux désir de créer une société sans classe. Ce qui est assez étonnant, c'est que aussi bien, je dirais, un des points de vue du communisme étatique d'essayer à long terme de faire une société sans classe, et bien finalement le capitalisme a aussi cette problématique de faire une société sans classe. Bon, après, je dirais, les outils ne sont pas les mêmes et les buts sont différents. Mais dans le procédé, nous y trouvons effectivement plus ou moins les mêmes miroirs. Et je dirais que l'idéologie, par exemple, néo-capitaliste, la publicité qui renvoie au décervelage, qui renvoie également à la mondanité et à l'image inversée de l'ensemble, la grimace néofasciste du dernier homme. L'idéologie joue aux quatre coins et balise l'inconscient de ces signes. Tout est quadrillé. L'idéologie s'appelle nuance. Elle est multiple, omniprésente. Elle est l'existence même de la bourgeoisie ou de la nouvelle bourgeoisie, défait de ces chaînes de la responsabilité et des attaches primordiales. Quelle pauvre ruse de vouloir réduire l'idéologie au discours constitué officiel auquel personne effectivement aujourd'hui ne croit plus. Alors, l'idéologie est la pratique des mœurs selon quatre relais. La publicité, le décervelage, la mondanité et le néofascisme culturel. Comme le diable, elle veut faire croire qu'elle n'existe pas et s'insinue dans les expressions plus anodines. Comme dans les transes ou l'élégie, comme dans la contestation mondaine, même que la névrose se glisse dans la schizophrénie pour se faire paranoïa, de même que le révolutionnarisme peut être fascisme. Donc vous voyez, en ce cas d'espèce, nous pouvons définir beaucoup d'éléments qui sont relatifs à la société
dans lequel nous vivons, société, je dirais, mondiale, avec toutes ces affres qui aujourd'hui sont en gestation et je dirais, en activité. Nous en arrivons inévitablement, effectivement, à ce que j'appelle la démystification du désir, de l'idéologie, de cette nouvelle bourgeoisie qui est faite de toutes les contraintes et de toutes les responsabilités. Donc cette démystification par le matérialisme dialectique et historique, également influencé par l'école de Francfort, puisque c'est là, dans ce laboratoire, qu'est né le freudo-marxisme, cette idéologie du libéralisme libertaire, et combien sauvage peut se ramener à quelques propositions, je dirais, ma foi, élémentaires. Premièrement, ce qu'on peut qualifier de désir est immanent au rapport, bien entendu, de production. C'est par ces rapports de production que le besoin se fait désirer. Il y a ce que Kluskar appelait le surcodage. Le désir est la forme de classe de la relation production-consommation. Cette détermination de classe est non su et le non-dit de la conception subjectiviste du désir. Également, l'extorsion de la plus-value se réinvestit selon les formes de consommation de la classe dominante. Nous avons également ce cas d'espèce, la forme désir, le surcodage de la plus-value, de la moindre manifestation phallique. Bien entendu, nous en arrivons à l'anti-Oedipe, refus de l'interdit castrateur des freudo-marxistes, ne fait qu'hypostasier, exalter cette forme de classe, pouvoir mondain de la plus-value en transcendance, procédé banal de l'idéologie. Il est à noter toutefois que, effectivement, le freudo-marxisme s'est intéressé plus à l'égard des minorités, j'appellerais aujourd'hui LGBT ou minorités même ethniques, plutôt que réellement à ce que le marxisme a toujours fait état, la classe du prolétariat. Nous sommes actuellement en cas d'espèce d'un privilège particulier, se proclamant universel et normatif pour justifier la consommation parasitaire. Le désir, forme de ce pouvoir de classe, sera déclaré logiquement antérieur à toute forme de détermination du socius. Il s'investit, il est producteur. La libération du désir comme réappropriation par le prolétariat de sa propre production est néanmoins délaissée par les tenants du freudo-marxisme. La libération du désir, qui n'est qu'autre finalement au fond, dans l'anti-Oedipe, que le terrorisme du consommateur contesté, et sera au contraire, dans une perspective marxiste, la réappropriation par le prolétariat de sa production. Donc, Kluskar nous a bien expliqué que le freudo-marxisme est une arnaque, une escroquerie et une trahison du marxisme. Et même, il définit par exemple que si l'on considère que les relations humaines dans la société sans classe ne doivent pas être préfigurées, pour éviter toute falsification utopique ou futurologique, et même si méthodologiquement on doit proposer la société sans classe comme un noumen. Parce qu'aujourd'hui, le marché garantit à l'ensemble des individus où tout le monde peut être des consommateurs, quel que soit après, je dirais, le moyen d'exécuter, de mettre en place cette forme de consommation. Alors pour éviter toute projection idéologique, inconsciente, on peut déjà garantir que cette société ne relèvera en rien des modalités de la contradiction interne, à savoir du petit jeu mondain de l'Oedipe et de l'anti-Oedipe, d'un désir bourgeois raisonnable et triste, qu'on pourrait qualifier d'ordre moral,
ou d'un désir bourgeois qui fait la folle, ce qu'on pourrait qualifier, ce que Kloskar nous a appris à définir comme étant le libéralisme libertaire, dont aujourd'hui les tenants de cette idéologie peuplent à la fois la droite comme la gauche, et la conception, je dirais, de la bien-pensance. On peut déjà considérer comme acquis que la relation sexuelle ne sera plus surdéterminée par le contexte névrotique immanent au désir bourgeois, à l'époque du libertinage, ou par une névrose qui est même immanente à l'anthropologie bourgeoise. Le néo-capitalisme a complètement déboussolé ce désir qui prétend chercher le plaisir, la jouissance, et qui ne trouve que des formes de transgression, de défis, de provocation. On est, je dirais, dans ce cas d'espèce, dans une certaine forme, je dirais, de jouissance et de désir qui fait carrière dans la politique. Alors, le corps, selon Kloskar, se définit comme l'objet et la fin de sa production, réconcilier les principes de réalité et les principes de plaisir. La société sans classe doit permettre d'éliminer ces falsifications, ces simulacres d'un désir épuisé par les trop fortes sollicitations du surcodage de la valeur marchande. Kloskar toujours définit alors que le corps ne sera plus réduit à la seule force productive et au seul phallus, et à ces deux réductions des fonctions de classe antinomiques, fonctions de production et fonctions de consommation. Alors les relations humaines, l'intersubjectivité ne seront plus l'entrecroissement du surcodage de la plus-value par le management, du surcodage du désir par l'animation. Bref, Kloskar nous montre et nous précise, il nous parle concernant l'élimination de ces deux surdéterminations de la lutte des classes, qui propose comme des données naturelles, des déterminations les plus idéologiques, autorisera enfin une anthropologie socialiste, une conception et une pratique du corps comme ouverture d'un champ infini de création, et qui n'aura surtout pas de forme esthétisante, puisque celle-ci est une forme, je dirais, de classe. Le corps pourrait être enfin l'objet, et la fin de sa production, jouissance non pas réduite ou phallique, mais une participation à la fois culturelle, cosmique, socialiste et intimiste, active et passive, productrice et consommatrice. Bien entendu, je voudrais bien définir, avant de clôturer cette petite studio que je pense importante à analyser, le freudo-marxisme, dans son idéologie, en s'intéressant aux minorités au détriment de la majorité, a garanti à certaines élites, effectivement, de mettre en place un outil afin d'attirer la classe ouvrière vers plus de consommation et, moins de réalité de lutte. Voilà. Bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ce sont des petites interprétations avec, bien entendu, des idées de Jacques Kloskar qui reste, à mon sens, un maître inégalé, pour ma part. Je vais, dans la prochaine audio, faire, je préviens dès maintenant, petite analyse complète sur l'école de Francfort, car je pense que cela me semble utile. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine.